Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode de Savoir tenir compagnie, le balado. Aujourd'hui, je suis très contente parce qu'on va jaser marketing. Moi, je suis en marketing, c'est mon dada. Fait qu'aujourd'hui, j'ai invité Isabelle Lafont, qui est responsable marketing pour le groupe Abattello, que vous avez sûrement vu passer sur les médias sociaux. Donc, on a son expertise aujourd'hui pour jaser un peu, se recentrer sur cette année, là, en 2025. C'est quoi les musts en marketing à faire? On va parler marketing d'influence, ça va nous donner un petit peu des pistes de solutions pour se lancer là-dedans ou concrétiser peut-être notre idée là, qu'on a envie d'essayer le marketing d'influence cette année. On va jaser de justement une pub qu'elle a faite pour le Super Bowl, plein de projets le fun. Fait que vraiment, on va se tenir compagnie le temps d'un 30 minutes. Alors, bonne écoute pour cet épisode. Allô Isabelle! Allô! Bienvenue au balado Savoir tenir compagnie. Merci. Je suis super contente de te recevoir aujourd'hui, que tu aies accepté mon invitation officiellement pour venir jaser. Veux-tu commencer par te présenter rapidement? Oui, mais je m'appelle Isabelle. Je suis responsable marketing pour le groupe Abattello depuis 3 ans. Aujourd'hui, 3 ans. Aujourd'hui! Ben là, joyeux anniversaire de 3 ans, c'est bien cool. Fait qu'au départ, c'était juste pour Pizza Salvatore. Puis avec l'évolution de la compagnie et tout, c'est devenu pour le groupe Salvatore, qui est vraiment une histoire familiale, qui est majoritairement un groupe de restauration. Donc, en ce moment, on a 120 restaurants. On a ouvert le 100e restaurant au mois de septembre dernier. Puis, notre prochain objectif, c'est d'avoir 1000 restaurants pour le mois de décembre 2029. Wow, ça roule, hein? Donc, ça n'arrête pas. Ouais. La machine est ouverte. Et on fonctionne, oui, par ouverture de bannières qu'il y a déjà dans le groupe, mais aussi par acquisition. Fait qu'en ce moment, il y a Pizza Salvatore, Topla, Jack Lecoq. Il y a Crèmerie chez Mamie, qui est une nouvelle marque du groupe qui va ouvrir là, le mois prochain. Donc, c'est super excitant. Ah, ben là, c'est le fun. Puis justement, c'est parce que je suis beaucoup sur les médias sociaux. Je t'avais déjà dans mon LinkedIn. Fait que j'ai pensé à toi directement pour t'écrire quand je voyais tout ce que vous faisiez. Puis on va jaser de marketing aujourd'hui. Fait que moi, c'est sûr, c'est mon dada. Je suis en marketing. Donc, d'avoir une invitée spéciale qui a une expertise là-dedans, ben c'est le fun. Je sens que ça va être un de mes petits podcasts coup de cœur. Je dis ça comme ça. Avant toute chose, je vais tout le temps voir les invités sur les médias sociaux. Fait que je t'allais te stalker sur LinkedIn. Tu vas peut-être me voir mon petit prénom 800 fois sur ton LinkedIn. Parce que, puis là, pour ceux qui regardent, je vais zoomer, là, mais au Super Bowl, événement qui est tout le temps intense, là, on écoute ça en gang, on mange des ailes de poulet, puis c'est quelque chose. Ben, vous avez fait une publicité qui est passée, puis qui, justement, a été diffusée. Tu as travaillé sur le projet. Veux-tu un petit peu nous en parler aujourd'hui? Oui. En fait, pour vrai, c'était vraiment excitant. Je trouve que c'est un peu irréaliste. Un projet comme ça, quand tu travailles en marketing, c'est le genre de projet que tu t'imagines au départ, mais que tu sais pas si un jour tu vas travailler dessus, tu sais. Mais c'est vraiment un projet que j'ai l'idée de A à Z. Et on voulait de la visibilité pendant cet événement-là. Fait que je pense que c'est vraiment un gros step pour la marque. Fait que je suis vraiment contente d'avoir pris part à ça puis d'avoir mis ma touche là-dedans, d'avoir fait la gestion de ce projet-là. Fait que j'espère que c'est le premier de plusieurs. Je me souviens de l'avoir vu, puis j'ai vu les boîtes de pizza. Là. Ça a donné faim à tout le monde. Fait que ça a bien fonctionné. C'était un très beau placement. Oui, exact. Félicitations, parce que c'est le genre de projet le fun. Puis on dirait que c'est full d'envergure. Fait que de se voir justement à la télévision, mais de voir les projets qu'on fait, c'est toujours cool. Oui, c'est vraiment le fun. Ça concrétise bien. J'aimerais savoir un peu plus sur ton parcours, ton cheminement. Est-ce que tu as toujours été en marketing? Est-ce que tu as étudié là-dedans? Qu'est-ce qui t'a amené jusqu'à ton poste aujourd'hui de responsable marketing au groupe Abattello? Ça ressemble à quoi ton parcours? Oui, j'ai étudié en marketing à l'université, fait que j'ai fait administration profil marketing. Et quand j'ai terminé l'école, j'ai eu un premier emploi en commerce en ligne. Et c'était super le fun, sauf que, tu sais, je sentais que j'étais comme prête pour des nouveaux défis. Fait que j'ai eu un autre emploi qui était plus en web, puis c'était vraiment plus analytique. Puis moi, je suis 100% créative, comme j'ai tout le temps des idées, j'ai besoin de les mettre comme sur papier, j'ai besoin de voir mes idées prendre vie. Et là, j'avais vu un post chez Pizza Salvatore que je suivais aussi sur les réseaux sociaux à ce moment-là. Et fait que je leur ai écrit, puis là, ils m'ont rappelé, j'ai eu une entrevue, ça l'a vraiment cliqué. Fait qu'ils m'ont offert la job et voilà.
Félicitations! C'est vraiment Oui, cool. oui, je suis Puis vraiment contente. ça ressemble un peu à quoi tes journées, justement, quotidien, tes tâches? Ça ressemble à quoi dans Oui. ton poste? Mais je te dirais que 80 de mon temps est comme alloué à 3 tâches principales, soit les projets télé, fait que tous les placements, un peu comme le Super Bowl qu'on vient de parler, les intégrations dans les émissions comme Occupation Double, Big Brother, ces choses-là. Sinon, tous les partenariats avec les créateurs de contenu. Fait qu'on travaille avec beaucoup de créateurs de contenu à chaque mois, soit c'est des récurrents, soit c'est des nouveaux. Fait toute la gestion avec ces créateurs-là. Puis aussi le publipostage. Et on envoie par la poste, dans le fond, aux 4 mois, des coupons avec des offres promotionnelles. Fait que de tout préparer ça en amont, puis à préparer aussi avec notre imprimeur, avec Post Canada. Fait que ça, c'est quand même une grosse tâche. Puis sinon, je te dirais que le 20 restant, c'est comme de l'analyse d'opportunités pour voir les demandes qu'on reçoit. Est-ce que ça fit avec notre brand? Est-ce qu'on veut aller de l'avant? Comme là, on a fait récemment la Coupe du monde de free ski à Stoneham. Fait que c'était super le fun. Fait que ça ressemble à ça, mon quotidien. Mais vous devez quand même vous faire solliciter pas mal, là, justement. Fait que c'est de trier ça, de voir qu'est-ce qui fit avec la marque. Fait que ça doit être quand même Exactement. une bonne partie du travail. Ouais, oui, pour vrai. Tu sais, comme la majorité des créateurs de contenu avec lesquels on travaille, c'est pas nous qui les a approchés, tu sais. C'est eux, à chaque semaine, honnêtement, je dois recevoir une dizaine de demandes. C'est vraiment le fun. Oui, même Félicitations. chose pour les festivals, les ci, Oui. les ça. On reçoit vraiment, vraiment beaucoup de demandes. Puis, ben c'est plate, là, parce qu'on aimerait ça participer. À tout, là. À tout, Faut exact. choisir, tu sais, faut C'est prioriser. C'est clair. Exact. Donc, c'est là où tu interviens, que tu Exact. regardes, puis que tu t'assures que ça fit, puis que ça fonctionne bien. Exact. Puis dis-moi, le groupe Abatiello, tu en as parlé un petit peu tantôt dans ton introduction sur l'histoire familiale et tout. Veux-tu nous en dire un petit peu plus? Oui, bien en fait, au départ, c'est parti, comme j'ai mentionné, avec Pizza Salvatore. C'est un immigrant de l'Italie qui s'appelle Salvatore, qui est arrivé ici. Il a rencontré une bosseronne, il a fait de la pizza à sa belle famille, qui en avait jamais mangé dans ce temps-là. Puis sa belle famille, a dit, il faut que tu ouvres une pizzeria, c'est vraiment très bon, nanana. Donc, il a ouvert une pizzeria à Saint-Georges-de-Beauce, qui a été le premier Pizza Salvatore. Ensuite, ça a été racheté par la deuxième génération, qui en ont fait un réseau de franchises qui comptait 13 restaurants. Puis en 2018, c'est la troisième génération, donc les 5 frères et sœurs qui ont racheté l'entreprise, puis qui ont vraiment fait l'expansion de Ski et Pizza et Salvatore aujourd'hui. Donc les 5 avaient vraiment des domaines particuliers dans lesquels ils ont mis la main à la porte dans l'entreprise. Puis maintenant, on est rendu plus de 100 employés au centre de service, plus de 3000 employés dans tout le groupe. Fait que ça va super vite, puis c'est vraiment des beaux défis. Hey, ça a explosé. Je trouve ça Ouais. tellement le fun parce que justement, on a déjà parlé dans d'autres épisodes du reprenariat. Puis tu sais, je sais que dans notre clientèle, puis dans les gens qui nous écoutent, en fait, les auditeurs, ben, il y en a beaucoup qui c'est des entreprises familiales ou qui souhaiteraient reprendre une entreprise. Fait que je trouve que c'est le genre de bel exemple, tu sais, à regarder de justement l'évolution avec la relève, puis comment ça peut se dynamiser au cours des années. Puis justement, en ce moment, tu sais, c'est une ère d'évolution rapide là, dans le marché. Absolument. Avec tout ce qui se passe, les facteurs externes, ça bouge constamment en ce moment, on le sait. Comment les entreprises, selon toi, peuvent suivre ou parfois même anticiper les tendances marketing pour avoir des stratégies marketing qui sont toujours compétitives puis qui stratégiques aussi, finalement? Ça serait quoi ton input là-dessus? Je dirais que le premier point primordial, c'est de regarder qu'est-ce que ta clientèle, qu'est-ce que ton consommateur demande. Et si je peux prendre un exemple de nous chez Pizza Salvatore, il y a comme eu récemment, là, dans la dernière année, tout le monde trippait sur les cornichons. Puis, tu sais, sur C'est les vrai. réseaux sociaux, tu vois, il y a plein d'affaires de cornichons. Tu sais, il y a comme Alicia Moffett qui a sorti sa brand de cornichons. Il y avait plein de recettes de cornichons. Tout le monde demandait une pizza aux cornichons, tu sais. Fait qu'on a commencé à faire des tests, à mettre ça sur les réseaux sociaux, à dire aux gens, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Est-ce que c'est quelque chose que vous achèteriez? Puis le monde était comme, oui, vraiment, on veut goûter. Fait qu'on a fait des tests à l'interne. Finalement, on est venu avec un produit final qu'on a mis sur le marché pour un temps limité parce que sinon, on vient avec beaucoup trop de produits sur notre menu. Mais tu sais, c'est vraiment quelque chose qui a été populaire, qui a pogné. Puis après, tu sais, on se fait connaître. On fait de la publicité aussi avec essayer notre pizza au cornichon qui est une trend en ce moment. Fait que je pense que d'écouter ses clients, de autant les commentaires positifs que les commentaires négatifs, si je peux dire. Puis ça va être vraiment à anticiper qu'est-ce qui va s'en venir ou des fois, sur quoi les autres travail, tu sais. Ouais. Et moi, j'ai commandé à telle place, puis j'ai été servie vraiment plus vite parce que telle affaire. OK, ben là, tu sais, ça l'allume quelque chose, puis OK, ben on va travailler là-dessus parce que nous, exemple, on n'offre pas ça. OK. Fait que de vraiment être à l'écoute de sa clientèle, puis, ben, je dirais d'avoir une excellente présence sur le numérique, là. Je pense que c'est vraiment
obligatoire Ouais, pour c'est toutes les essentiel. entreprises. Ouais. Essentiel, exact, d'avoir une présence sur le numérique. Il y a beaucoup de trends qui partent de là. Puis, tu sais, avec les réseaux sociaux, c'est facile. Tu arrives un matin au bureau, hey, j'ai vu tel trend, puis toutes les vidéos que j'ai vues, il y avait des centaines de milliers de vues, je veux qu'on l'essaye. Mais OK, go, on le fait, on le met, finalement, ça pogne aussi, on gagne des nouveaux abonnés. Et, fait que c'est ça, je dirais vraiment être à l'écoute de sa clientèle, puis être absolument toujours présent sur le numérique. Faut être rapide, là. Vraiment. Donc, faut vraiment pas juste être dans son focus de ses propres stratégies. Il faut regarder ce qui se passe constamment parce que ça évolue, comme tu le dis, jour au lendemain. Les cornichons, ça devient super populaire. OK, qu'est-ce qu'on fait? Comment on s'ajuste? Voir si c'est une tendance que, j'imagine, l'entreprise, bon, OK, ça clique avec nous, on l'essaye ou, OK, peut-être que ça fonctionnera pas, mais si tu écoutes bien ta clientèle, que tu restes à l'affût puis que tu es capable de te retourner rapidement, tu peux avoir quand même... Tu peux suivre les tendances puis faire quelque chose qui fonctionne, là, finalement. Exactement. Puis, est-ce que... Là, on est déjà... Bon, là, au moment qu'on tourne, on est fin mars, déjà 2025. Ça va très, très vite. Selon toi, est-ce qu'il y a des tendances incontournables qui s'en viennent cette année? Ou peut-être des choses que tu as déjà vues passer, que tu sens que ça va bien s'installer, que ce soit sur les médias sociaux ou en marketing? Est-ce que tu as remarqué certaines tendances Ouais, ben là, à surveiller? j'imagine que tout le monde dirait l'intelligence artificielle. Oui, c'est le sujet de l'heure. C'est correct, là. C'est C'est ça. normal dans tous les domaines. Mais j'imagine qu'au quotidien, on pourrait s'en servir beaucoup plus. Et c'est quelque chose qu'on se sert un petit peu. Tu sais, on a des départements qui roulent beaucoup avec ça à l'interne. Moi, je m'en sers un petit peu des fois. Tu sais, j'ai une idée de base, mettons, puis je vais l'agrémenter en posant des questions ou en voyant si l'intelligence artificielle peut avoir des meilleures idées. Mais je dirais que dans les tendances, outre ça, parce que c'est pas un domaine que je connais, mais c'est sûr qu'il y a le marketing d'influence, je pense, qui est vraiment, vraiment, vraiment important pour les marques. Autant les petites que les grosses marques. Des fois, les petites marques vont penser que c'est quelque chose qui va être vraiment dispendieux, mais tu peux travailler avec des micro-influenceurs qui vont avoir vraiment un taux d'engagement excellent puis qui vont vraiment réussir à bien convertir leurs abonnés. Tu sais, souvent, les gens ils ont l'impression de connaître cette personne-là, puis ils font confiance à cette personne-là. Fait que de voir la personne qui aime, tu sais, si je peux dire, utiliser un produit ou un service, ça vient vraiment renforcer ta marque. Fait que je pense que c'est vraiment quelque chose, surtout en 2025, à pas laisser de côté, qui peut être moins dispendieux que d'autres stratégies marketing puis avoir d'excellents résultats. Puis, tu sais, là-dedans, j'ai inclus le podcast. Tu sais, je pense que c'est vraiment quelque chose, un média qui est en croissance. Ça permet des beaux placements de produits pour une marque. Ça nous permet d'avoir une grande portée. Tu sais, souvent, il y a des clips qui sont repartagés sur les réseaux sociaux. Fait que le marketing d'influence, je pense que c'est vraiment important d'avoir une bonne stratégie là-dessus, puis de travailler avec des créateurs aussi, justement, qui sont capables de s'adapter aux tendances du moment, tu sais, si je peux dire. Oui, parce que eux, ça fait partie de leur quotidien. Exact. Là, s'assurer qu'ils créent constamment du contenu. Fait que, tu sais, c'est vrai que de parler avec un créateur de contenu que ça fit avec sa marque, bien, il nous permet aussi de créer quelque chose qui fait du sens puis qui est actuel. Là. Exact. Puis, je dirais aussi du marketing de communauté, si je peux dire. Oui, OK. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Oui, bien, nous, on s'implique beaucoup dans les organismes. On donne beaucoup d'argent à des fondations pour supporter des projets. On a eu les grands projets Salvatore, qui étaient des projets à plusieurs dizaines de milliers de dollars qui ont servi comme à construire une cour dans une maison de personnes à besoins particuliers. C'est vraiment des projets spéciaux comme ça. Puis je pense que surtout avec la situation dans la situation qu'on est en ce moment, les gens veulent acheter local le plus possible. Puis de redonner à la communauté, je pense que c'est vraiment un petit plus que les gens prennent en considération quand ils choisissent une marque de prime abord. Fait que non seulement on a ça, on a aussi la journée remerciement, dans le fond, une journée par année. Et il y a 100% des ventes de pizza qui sont redonnées, oui, aux équipiers en restaurant, mais aussi à des organismes. C'est récent, non? Me semble que j'ai vu ça c'est au mois de passer. février, OK, c'est oui, ça, j'ai vu ça passer. comme 2-3 semaines. Oui, c'est ça. Puis chaque fois qu'on ouvre un nouveau restaurant, on donne 100 pizzas gratuites à des organismes qui en ont besoin dans cette ville-là. Fait qu'on les invite à nous écrire, à nous dire pourquoi il y aurait besoin de ces pizzas-là, puis on va leur en donner pour leurs événements ou des fois... c'est vraiment pour plein de choses. Fait que je pense que c'est vraiment important d'être présent dans les communautés puis de
d'essayer du moins, de faire une différence. Je pense que ça influence beaucoup les gens positivement. Je trouve ça vraiment intéressant ce que tu dis. Fait que je retiens le marketing d'influence, de se lancer, puis tu l'as bien dit, qu'on soit une petite entreprise, de ne pas avoir peur de l'essayer. Puis le marketing de communauté, là, justement, ça, autant ça peut être, c'est pour ta marque, mais c'est le don d'aider les autres, c'est de donner et recevoir. Je pense qu'il faut que ça soit imbriqué dans les valeurs, puis c'est super important, puis vous le faites bien au quotidien. Fait que je trouve ça super intéressant. Puis justement, tu l'as quand même effleuré, mais les gens, ils ont besoin de contenu qui est plus le fameux mot authentique. Là. On est tanné, on veut moins de contenu, justement, tu sais, qui est liché. On veut du contenu qui est plus humain, qui est plus authentique. Donc, comment, selon toi, c'est quoi les attentes des gens, ont changé? Pourquoi? Puis comment une entreprise peut justement créer du contenu qui est moins raw, qui est plus raw, je veux dire, là, qui est moins artificiel là, qu'avant. Oui, absolument. Mais je pense que ça a changé, puis tu l'as dit, les gens, ils ont besoin de connexion humaine. C'est ça. Fait que je pense que dans le contenu qui est plus authentique, les gens vont plus se reconnaître là-dedans. Et je pense que les médias sociaux ont vraiment eu une grande influence dans ce switch-là, si je peux dire, que les entreprises ont commencé à mettre du contenu justement plus authentique, moins édité, ou ce qu'ils vont plus dire ce qu'ils pensent. Ou que faut quand même, tu sais, il y a des certaines limites à respecter, mais tu sais, je pense que dans ce temps-là, les gens, quand c'est plus authentique, tu sais, ils se reconnaissent plus à travers la marque, vraiment. Puis, tu sais, je pense qu'il y a une certaine saturation publicitaire aussi, tu sais. Par jour, honnêtement, on est exposé à des milliers de publicités, tu sais. C'est complètement fou. Puis, de voir du contenu authentique sur les réseaux sociaux, bien, tu sais, ça vient un peu changer le visage de cette publicité-là, tu sais. Les gens, oui, c'est une publicité, mais ils s'en rendent pas nécessairement compte. Ils ont moins l'impression d'être bombardés de publicité par ta marque, mais plus de contenu dans lequel ils vont apprendre des choses ou se reconnaître. Nous, on va quand même beaucoup parler de tout le processus. C'est quand on ouvre un restaurant, de comment la marque est partie. Ça reste une publicité. Là. Oui. Parce que, on dit le nom de la marque, souvent, on a un chandail, on porte le logo, mais les gens, ils se reconnaissent plus là-dedans que dans une pub parfaite et... Ils ont besoin, tu sais, on a envie de ça, là. Puis je veux dire, peu importe ce qu'on voit, puis TikTok a beaucoup amené ça, l'espèce d'idée de, tu sais, venez en arrière de la scène, on regarde un petit peu comment une journée typique, c'est quoi, on vous montre ça, on vous invite un peu dans notre univers, là, puis ça, vous le faites super bien. Justement, je trouve que les gens se sentent plus prêts un peu. Puis t'as envie d'encourager ce genre d'entreprise-là qui est honnête avec sa communauté puis qui vraiment montre, en fait, la réalité, tu sais. Fait que je pense que de plus en plus, c'est super intéressant. Puis justement, selon toi, qu'est-ce qui distingue une marque qui va être plus forte, qui va justement peut-être partager plus du contenu comme ça ou être beaucoup sur les médias sociaux, peu importe, versus une marque qui a tendance plus à s'effacer ou à être un petit peu plus, c'est ça, plus à s'effacer? C'est une bonne question. Je pense que faut avoir une image de marque qui est assez claire. Il faut savoir c'est quoi le message qu'on veut envoyer aux gens et qu'est-ce qu'on veut leur dire. On est qui, là? C'est ça. Il faut vraiment une ligne éditoriale claire dans toute la pub qu'on va faire. Ça, je pense que c'est vraiment le premier point. Puis autant verbal que les captions qu'on va écrire que le visuel qu'on va montrer. Le visuel qu'on va montrer est vraiment, vraiment, vraiment important. Fait qu'une marque qui est plus forte va avoir quelque chose de constant dans son identité visuelle aussi. C'est pas tout le temps en train de changer. Puis pour que la personne elle te reconnaisse vite, je veux dire, le logo McDo, tu vas voir une partie de ce logo-là puis tu vas savoir que c'est eux. Fait que c'est un peu ça qu'il faut garder en tête. Sinon, je dirais une marque qui est plus forte, c'est une marque qui va s'adapter facilement, qui n'aura pas peur d'innover. On sait que la technologie est vraiment présente dans nos vies. Et nous, on a développé, si je peux prendre par exemple notre application mobile, il y a vraiment eu des milliers d'heures de travail derrière cette application mobile-là. Maintenant, c'est plus de 70% de toutes nos commandes qui passent par l'application mobile. Et si on était resté avec appeler au téléphone pour commander ou vient au comptoir, mais l'entreprise ne serait pas rendue ce qu'elle est rendue aujourd'hui. Fait que je pense que ça, c'est vraiment important. Puis innover aussi, on parlait tantôt des produits, sortir des nouveaux produits selon les ingrédients, selon les saisons, comment tu vas faire le marketing de ce produit-là. Fait que c'est vraiment important
d'essayer, de pas rester stagné dans qu'est-ce qu'on fait au quotidien, tu sais. Fait que de se challenger, là. Parce que je pense que si on reste dans l'espèce de zone de confort, là, ben oui, mais ça a toujours fonctionné. Pourquoi on changerait notre recette, si on veut, là? Ben, à un moment donné, ça fonctionne pas ou on se rend pas au maximum de la capacité de notre marque. Fait que je pense que tu le dis bien, une marque forte se challenge, innove constamment, puis il n'y a pas peur de relever des défis, là. C'est comme l'application mobile. Tu dis, bon, regarde, on l'a jamais fait, go, on le fait, puis là, finalement, 70% des commandes se font par là. C'est fou. Puis là, je sais quand même un petit peu qu'est-ce que tu vas me dire à la prochaine question, parce que... Mais je veux avoir ton intake, puis surtout, il y a des préconceptions par rapport au marketing traditionnel. Oui. Alors, j'aimerais te poser un genre de vrai ou faux, un peu biaisé. Mais le marketing traditionnel, radio, journaux, télévision, serait porté à disparaître et on serait mieux de mettre finalement tous les œufs dans le même panier avec le marketing numérique. Vrai ou faux? Qu'est-ce que tu en penses? Cette question-là parce que le marketing traditionnel, c'est une grosse partie de ce que je fais. Tu sais, quand j'ai dit avec la télé, le postage, puis c'est vraiment mes projets préférés. Fait que je suis vraiment contente de cette question-là. Mais je vais dire, c'est complètement faux, honnêtement, parce que je pense que pour avoir une stratégie solide, c'est important d'avoir une stratégie qui est omnicanale, de toucher le plus de canaux de communication possible pour avoir la plus grande portée possible. Et on va rejoindre d'autres personnes avec le marketing traditionnel versus avec le marketing numérique, que des fois, ça va être une audience qui est un petit peu plus jeune. Puis, les gens aussi apportent plus de crédibilité au marketing traditionnel. C'est vrai. Tu sais, si tu vois une pub à la télé ou si quelqu'un dit quelque chose à la radio ou à la télé, mettons pendant le téléjournal, tu vas plus le croire que si tu vois la vidéo sur TikTok, tu sais. Fait que les gens trouvent que ce qu'ils entendent dans les médias traditionnels, c'est plus crédible. Fait que je pense que c'est important aussi d'avoir une certaine présence là. Puis, tu sais, je veux dire, la télé, tout le monde a toujours, mais pas toujours, mais tu sais, ça fait des centaines d'années qu'on écoute la télé. Je pense pas que ça va disparaître. Je pense que ça va juste être changé, tu sais. Oui, on fait, exemple, Occupation Double avec des publicités. Puis, oui, il y a beaucoup de gens qui l'écoutent quand c'est comme en direct sur la cassette, mais il y a aussi beaucoup de gens qui l'écoutent en reprise, mais ça reste que c'est du placement à la télé quand même, tu sais. Fait que je pense que c'est complètement faux. En tout cas, j'espère, parce que moi, j'aime vraiment travailler. Mais c'est pour ça que je suis vraiment contente de ce que tu dis. C'est pour ça que c'est une question biaisée que je disais, parce que je suis 100 000 % d'accord avec toi. Je pense que le plus possible, c'est de justement avoir une stratégie omnicanale, donc de faire du marketing traditionnel jumelé avec du marketing numérique le plus possible. Puis c'est pour ça que je vais enlever la préconception, parce qu'il y a certaines personnes qui pensent peut-être que mais non, mais le marketing traditionnel, on fait plus ça, tu sais. Surtout que l'esprit des gens est très au local, tu sais. Fait que il y a une augmentation de la lecture des journaux locaux, la radio. Donc, c'est encore vraiment présent. Il faut les encourager, c'est important. Puis, tu le dis, tu le fais dans ton emploi au quotidien. Puis, vous avez une stratégie marketing qui est pas mal efficace. Donc, je pense qu'on te croit pour ça. Fait à retenir tout le monde pour ça. Et je vais te parler un petit peu du marketing d'influence, parce que ça fait partie de ton travail, beaucoup. Tu t'en as parlé un petit peu tantôt. Puis pour des gens qui n'ont jamais fait de marketing d'influence ou qui en font, mais qui sont un peu maladroits. Tu sais, des fois, c'est pas tout le monde qui fait affaire avec une agence ou tu sais, une équipe marketing qui connaît bien ça. Est-ce qu'il y a des critères à considérer, selon toi, avant de se lancer puis de choisir un créateur de contenu particulier? Ben oui, c'est sûr. C'est quoi ces critères-là? Guide-moi un peu. Ben, je dirais, premièrement, l'audience du créateur. Ouais. C'est qui les personnes qui regardent ces vidéos. Puis aussi, où qui se situent ces personnes-là. Puis c'est un peu un défi, si je peux faire du pouce, c'est un peu un défi qu'on a en ce moment dans les marchés anglophones, parce que les créateurs canadiens qui parlent français, on le sait que la grande majorité de leur audience va être au Québec. C'est vrai. Ou que nous, on a la majorité de nos restaurants, mais là, on a commencé à ouvrir dans les Maritimes, en Ontario. Puis là, ça parle anglais. Fait qu'on a besoin de créateurs de contenu qui parlent anglais. Mais après, ils me disent, mais 50 % de mon audience est au Canada. Mais je suis comme, OK, mais tu sais, 50 % de un, c'est pas tant que ça. Ouais. Puis de deux, ces 50 %-là, est-ce que c'est dans les provinces que moi, j'ai des restaurants? T'sais? Non, c'est ça. Fait que ça devient un défi de tout faire la gestion de tout ça. Fait que c'est important de savoir, est-ce que les gens sont proches de où je me situe si j'ai un emplacement physique, si c'est sur du commerce en ligne, c'est tel que tel.
Mais fait que l'audience, l'âge, est-ce que c'est plus gars, est-ce que c'est plus fille, est-ce que ça ressemble à mon persona? Et puis les intérêts aussi d'un créateur de contenu, tu sais, chacun a ses intérêts, sa niche, ce qu'il met de l'avant sur les réseaux sociaux. C'est sûr que moi, si une fille qui court des marathons, qui mange vegan, m'écrit pour une collaboration, ben ça fait C'est plus compliqué, là. C'est ça. Mais tu sais, si c'est genre un groupe de course, puis à chaque vendredi, après ça, ils vont prendre une bière, puis ils mangent de la pizza. Oui, tu sais, c'est la course, mais tu sais, il y a aussi le fun dans tout ça, si je peux dire. Fait que vraiment voir c'est quoi les intérêts. Et de voir si c'est une personne crédible, authentique, un peu comme on a mentionné tantôt, tu sais. Est-ce que la personne, dans des collaborations passées, il y a eu des choses qu'on a entendues de... Ah, tu sais, cette personne-là, j'ai travaillé avec elle, puis mettons, tu sais, je l'ai déjà entendu dire du mal sur les produits, sur la marque. Tu sais, ça, faut quand même faire attention. Tu sais, ça reste que c'est quand même des gros porte-parole. Puis sinon, ben, le taux d'engagement. Toujours très important. Puis, je dis toujours le taux d'engagement. Ça se demande au créateur. Tu dis, oui. donne-moi tes statistiques, ça ressemble à quoi? Là? C'est transparent entre le créateur puis le client. Là. Ça peut souvent, il y a un Media Kit qui t'envoie. Oui, c'est ça. À la base, puis il y a toutes les informations dedans. Tu sais, moi, si tu me dis, j'ai 500 000 abonnés, OK, félicitations. Mais tu sais, il y en a combien qui vont voir tes vidéos? S'il y a 5 000 personnes qui voient ta vidéo puis qui interagissent avec, je suis pas vraiment intéressée, tu sais. Mais si tu as 10 000 abonnés puis tu as 50 de ça qui interagit avec ta vidéo, mais là, je suis vraiment plus portée de vouloir travailler avec toi, tu sais. Fait que c'est pas le nombre d'abonnés qu'il faut regarder, vraiment pas. C'est vraiment le taux d'engagement, le nombre de vues sur les vidéos. Et c'est vraiment important. Fait que t'en parlais tantôt. Une entreprise, mettons, je suis une petite entreprise qui veut se lancer dans le marketing d'influence, mais moi, dans ma tête, c'est hors de prix parce que pour que ça fonctionne, il faut que ça soit des créateurs avec énormément d'abonnés. Aujourd'hui, tu me dis, ben non, pas forcément. Non, absolument. Au contraire, ça peut être encore mieux de prendre un créateur de contenu avec moins d'abonnés, mais que sa communauté est full engagée. Puis là, ben peut-être ça rentre plus dans notre budget en plus. Fait que là, tout le monde est gagnant, là, finalement. Exactement. Puis, tu sais, je pense qu'il y a des gens aussi... tu sais, des fois, on en reçoit des demandes, puis les personnes, ils ont 2 000-3 000 abonnés. Puis, tu sais, c'est vraiment bon, le contenu qu'ils font. Sauf que, tu sais, nous, à l'ampleur, si je peux dire, du... tu sais, quand tu as 2 000-3 000 abonnés, mettons, tu as peut-être 4 000-5 000 vues des fois sur tes vidéos, là. Fait que, tu sais, à l'ampleur du budget qu'on a, tu sais, si je commence à travailler avec des gens qui ont ce nombre de vues-là, puis aussi, tu sais, on est quand même partout dans la province du Québec, tu sais, ça va être long pour arriver à mon objectif de nombre de vues que je veux à la fin du mois, tu sais. Mais une entreprise, une petite entreprise, exemple, quelqu'un qui fait des vêtements de bébé, je sais pas, puis qu'il y a quelqu'un qui a 2 000 abonnés qui écrit, mais ça peut dire, hey, écoute, je te donne du linge pour 6 mois à ton enfant, puis fais-moi de la pub avec. T'sais, des fois, ça peut être l'échange de services aussi comme ça. Fait que tu n'es pas obligé nécessairement de sortir de l'argent de tes poches là, au départ pour essayer. C'est ça, tu peux regarder, tu peux demander, écoute, ça serait quoi, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme entente? Exact. Puis voir après si, bon, c'est un investissement monétaire ou si ça peut être un Ou je te donne échange. un code promo, puis je te donne un pourcentage des ventes, oui, aussi. Que les gens font avec ce code promo-là. C'est intéressant. Puis justement, c'est quoi l'espèce d'équilibre entre, pour le créateur de contenu puis les attentes du client? Fait que, on parlait tantôt de contenu honnête, contenu transparent, contenu authentique. C'est important. Des fois, on le voit sur les médias sociaux, des créateurs de contenu moins qu'avant, là, mais qui acceptent certains mandats, puis les gens ont de la misère à avoir la crédibilité. Mais c'est quoi justement l'équilibre? Autant pour un créateur de contenu qui fait du contenu qui vraiment il endosse la marque parce qu'il y croit réellement, et les attentes du client. Parce qu'on a des attentes quand même, on a des objectifs marketing à respecter. Comment tu équilibres ça? Ben nous, pour vrai, on donne quand même carte blanche aux créateurs de contenu. On approuve les vidéos avant qu'ils soient publiées. Pour les podcasts, c'est sûr c'est plus difficile là, parce que c'est comme un épisode. Là, t'as plusieurs clips et tout, mais quand c'est une vidéo, exemple, par mois que la personne va faire pour nous, ben on va tout le temps demander de l'approuver, mais on va lui laisser carte blanche. Fait que, tu sais, la personne, c'est elle qui connaît son audience, c'est elle qui connaît les vidéos qui fonctionnent sur sa plateforme. Si c'est un humoriste, ben je vais pas lui demander de faire une vidéo sérieuse, tu sais. Non, c'est ça. Ça pognera pas, les gens vont le savoir que c'est pas, que ça lui correspond pas. Fait que je pense que c'est vraiment de nous, au départ, dire c'est quoi nos attentes au créateur, mais vraiment de laisser lui faire la vidéo qu'il veut dans son univers à lui, tu sais. Parce qu'il faut que lui soit à l'aise aussi dans cette vidéo-là. S'il n'est pas à l'aise en vidéo... ça va paraître, ça sera pas le fun pour lui. Puis, exactement. Fait que je pense que c'est vraiment de leur faire confiance. C'est leur job. Ouais.
c'est ça. Tu sais, moi, mon employeur me fait confiance pour faire ma job, mais moi, je les paye eux pour qu'ils fassent une job pour nous. Puis c'est vraiment leur job. Tu sais, il y en a beaucoup qui font ça à temps plein. Tu sais, ils connaissent vraiment bien leur audience. Fait que c'est important de leur faire confiance. Puis, tu sais, c'est ça. Nous, on demande des approuvés. Puis ça arrive, mais c'est quand même rare. Mais tu sais, ça arrive des fois, je suis comme, ah, tu sais, j'aime moins ce concept-là, je vais te renvoyer une commande, puis tu en faire un autre, tu sais. Mais jamais je vais arriver avec, voici ce que je veux que tu fasses, parce que ça marche pas, tu sais. Je trouve ça intéressant. Parce que c'est ça, c'est pas d'arriver avec voici le script puis pars avec ça. Là. C'est une collaboration. Là. Puis c'est rendu plus juste un métier d'émergence, c'est un métier bien ancré. Les gens savent ce qu'ils font. Donc, c'est de leur faire confiance. Exact. C'est ça qu'il faut retenir, je pense. Exact. Super. Puis, on parlait tantôt un petit peu des médias sociaux. Justement, les plateformes, tu sais, il y a du monde qui se dit, c'est-tu mieux d'être sur plein de plateformes? Je suis sur TikTok, je suis sur Facebook, je suis sur Instagram, je publie le plus possible partout. Ou j'ai peut-être pas l'équipe nécessaire pour ça, ou j'ai peut-être pas le temps nécessaire pour ça, je me concentre sur une plateforme. C'est quoi ton avis là-dessus? C'est quoi l'idéal? Le juste milieu. Oui. Ben, comme tu l'as mentionné, ça dépend du nombre de personnes qu'il y a derrière ces médias sociaux-là, tu sais. Nous, on est sur toutes les plateformes, mais on a une équipe d'une dizaine de personnes qui... Tu sais, on a un monteur, on a des monteurs, on a un vidéaste, on a 3 filles qui s'occupent à temps plein de l'horaire des médias sociaux de chacune des marques. Et, fait que, tu sais, on a plus que 10 personnes derrière tout ça. Fait qu'à ce moment-là, on peut se permettre d'être sur toutes les plateformes. Si c'est une plus petite PME puis ils veulent commencer sur les réseaux sociaux, c'est sûr que moi, j'irais une plateforme à la fois pour produire du contenu de qualité. Surtout au départ, je pense que c'est vraiment important, la première impression que tu vas donner aux gens qui vont consulter ta page. Puis aussi d'analyser, tu sais, prends le temps de faire du contenu, publie-le, vois comment le monde interagisse, vois c'est quoi les feedbacks de ce contenu-là. Puis si tout fonctionne bien, puis tu es à l'aise avec la plateforme, puis tes résultats sont bons, bien à ce moment-là, dis-toi, ah, OK, tu sais, peut-être que je serais prêt à aller sur une autre plateforme. Et là, rendu sur cette plateforme-là, tu peux tester ce que tu as déjà fait sur la première plateforme. Peut-être que ça va marcher, mais peut-être que ça ne fonctionnera pas du tout. Puis là, tu vas devoir créer du contenu pour 2 plateformes différentes. Fait que tu as 2 fois plus de travail. Fait que c'est vraiment... Moi, je conseille absolument, s'il y a une personne, mettons, qui gère ça, une plateforme à la fois, s'il vous plaît. Oui, c'est ça. Plutôt que de s'éparpiller puis d'essayer de faire un petit peu de tout, mais moins bien que si on se concentre sur une plateforme. Oui, vraiment. Est-ce que tu as une plateforme de prédilection en 2025 que tu conseillerais aux gens? Est-ce que c'est encore de commencer par le fameux Facebook classique ou est-ce qu'une entreprise qui, dépendant peut-être de la verticalité ou de son secteur d'activité, est-ce que tu as une plateforme que tu dis, là, en 2025, il faut absolument être sur cette plateforme-là? Mais je pense que, comme tu l'as dit, ça dépend vraiment de c'est quoi l'entreprise. Exemple, que c'est plus un petit café local, cute. Tu sais, mettons, sur Facebook, ça fonctionne bien, ces genres de pages-là. Après ça, si tu es plus une brand de beauté, de marque de vêtements, ben Instagram avec les photos, tu sais, c'est parfait. Si tu es une marque, mettons, jeune, dynamique, puis ton monde est à l'aise devant la caméra, mais vas-y avec TikTok, tu sais. Puis l'algorithme de TikTok est vraiment puissant. Quand une vidéo part, à part pour vrai, tu sais, il la laisse pas en suspens. Puis quand je pense à ça, ça me fait penser, je sais pas si c'est la compagnie Five Jewelry de Fred Robichaud. Oui. Je trouve tellement qu'ils font du bon contenu dernièrement sur TikTok. C'est vrai. Ils sont une équipe jeune, sont tous à l'aise devant la caméra, puis ils font pas du contenu qui a rapport aux bijoux, là. Non, c'est ça. T'sais, ils font leur espèce de caméra café, mais tu vois qu'ils portent les bijoux, sont toujours bien habillés, sont toujours souriants. J'adore vraiment le contenu qu'ils font. Oui, c'est vrai, tu as raison, parce qu'à chaque fois que je les vois passer, je me disais, tu t'attaches aux gens, en fait, derrière la compagnie, puis après ça, tu dis, c'est relié à cette compagnie-là. Exact. Je vais aller voir sur leur site qu'est-ce qu'ils font, parce que je me suis déjà attachée un peu à ce qu'ils font. Exact. Donc, c'est du contenu complémentaire aussi. C'est pas forcément... On va pas aller sur TikTok ou sur une plateforme pour juste pousser, acheter notre marque. Là. C'est plus subtil que ça. C'est ça l'art du marketing. Oui, exact. C'est ça l'art du marketing. Puis là, on a discuté de plein d'affaires, mais si tu avais un conseil, c'est difficile là, comme question. Oui. Mais si tu avais un conseil à donner aux gens qui nous écoutent pour leur stratégie marketing ou peut-être un conseil de gourou, le marketing, là, une affaire, là, ça serait quoi pour cette année? Qu'est-ce que tu conseillerais? Tellement, je sais. Ça honnêtement. peut être plusieurs, là. On a le temps. Là. Tu peux nous en dire une couple, mais ton principal, mettons. Mais je pense que c'est quelque chose que j'ai déjà dit au début de notre rencontre. Puis c'est vraiment de placer son consommateur, son client, au centre de toutes nos décisions.
Tu sais, je pense que des fois, les gens vont être obsédés avec leurs produits ou leurs services, mais non, il faut vraiment être obsédé avec son client. Tu sais, qu'est-ce que ton client veut, qu'est-ce qu'il demande, qu'est-ce qu'il recherche, comment tu peux le surprendre et puis vouloir des nouvelles affaires, tu sais. Qu'un client fasse « Hey, j'avais jamais pensé que moi, j'allais vouloir manger ça, mais finalement, ils l'ont mis sur leur menu puis ça me tente de l'essayer, tu sais. » Fait que je pense que écouter son client, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Puis, tu sais, ça... Tu regardes tes avis Google, tu regardes les commentaires sur les réseaux sociaux, tu fais des recherches sur ton entreprise pour voir qu'est-ce que les gens disent, qu'est-ce que les gens demandent. Puis ensuite, tu bâtis ta stratégie autour de ça plutôt que de dire « j'ai un produit, comment je vais le vendre », tu sais. C'est j'ai des clients, comment je vais répondre à leurs besoins, comment je vais les surprendre, comment je fais pour écouter qu'est-ce qu'ils veulent. Je pense que c'est vraiment, vraiment ça qui est important. Puis souvent, les gens vont faire le contraire, tu sais. C'est vrai. Puis vous autres, j'imagine, les gens vous contactent sur Facebook, ils vous donnent des recommandations, ils donnent... Vous avez l'air d'avoir quand même une communauté super engagée. Vraiment, là. oui. Comment vous récoltez ces infos-là, ces commentaires-là, justement? Mon Dieu, il y a tellement plein de manières. Mais c'est ça, parce qu'il y en a qui vont faire des groupes de discussion, il y en a qui vont juste recevoir plein de messages sur Instagram ou Facebook, les filtrer, dire merci pour vos commentaires, ou faire un contenu qui demande à la communauté « Hey, vous en pensez quoi de ça? » Tu sais, faire de la co-création de contenu. Oui, bien ça, c'est quelque chose qu'on fait souvent avec... pour les nouveaux produits, surtout. Ou, tu sais, là, comme la crèmerie chez Mamie, qui est un nouveau concept. Mais honnêtement, très bel exemple, parce la communauté a été impliquée à 100%. Juste, est-ce que vous voulez amener votre chien sur la terrasse, tu sais? Est-ce que vous voulez telle affaire? Fait que, tu sais, on a vraiment mis la communauté de l'avant dans tout le processus. Puis c'est Stéphanie qui est copropriétaire avec Léa Battello, puis elle a vraiment bien fait ça, honnêtement. Hey, je l'ai vu, c'était juste, OK, on fait un taste test, on mange des brownies, qu'est-ce que vous en pensez, gang? On prend-tu plus ça ou plus ça? Puis les gens répondaient dans les commentaires. Mais oui, puis c'est notre menu. C'était fou, les noms des crèmes glacées, tout. Là. Le menu, il est 100% basé sur les informations qu'on a récoltées sur les réseaux sociaux suite à ces vidéos-là, tu sais. Si on n'avait pas fait ça serait pas le menu que ça serait aujourd'hui, tu sais. J'adore. C'est vraiment monter une entreprise avec sa communauté, là. C'est vraiment... OK, fait qu'on retient ça. Ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent, le client, là, tu sais, au cœur de toutes nos stratégies, l'écouter, le comprendre, puis être capable de le respecter puis de satisfaire son client. C'est important. Et dis-moi, est-ce que tu as des projets personnels, professionnels qui s'en viennent dans les prochains mois, prochaines semaines, peut-être, que tu voudrais nous partager? Ben là, professionnel, il y en a plein. Oui, il y en a plein, ça n'arrête jamais. Il y en a plein. Ben là, justement, comme j'ai dit, il y a la première succursale de crèmerie chez Mamie qui ouvre le 1er avril. Ça va être où? À Saint-Anselme. OK, génial. Puis, 2 semaines après, il y a un Salvatore qui va ouvrir juste à côté, comme dans la même bâtisse, là. Fait que c'est vraiment cool quand on voit 2 brands, une à côté de l'autre, là. Sinon, pour Jack Lecoq, qui est une brand de poulet frit qu'on a racheté de Montréal, on va bientôt commencer des ouvertures à Québec. Honnêtement, c'est incroyable comme brand. Les couleurs, tout est tellement cool, pour vrai. Fait que de travailler là-dessus, on est vraiment excités. Puis le poulet est juste incroyable. Ça va être à Québec, fait que c'est sûr que je vais aller à Québec, exactement. Fait que j'ai vraiment hâte que ça ouvre pour faire goûter à tout le monde que je connais. Fait que c'est ça, pour vrai, on continue sur notre bonne lancée. Puis on a beaucoup d'ouvertures de prévues aussi pour Pizza Salvatore, autant au Québec que dans d'autres provinces. Donc, génial. Bien, on va suivre ça sur les médias sociaux. Absolument. Donc, important autant vous suivre sur ce qui s'en vient, mais aussi s'inspirer de ce que vous faites. Merci. Merci beaucoup, Isabelle, pour ton temps. C'était Merci. super apprécié. Puis on se reparle très bientôt. Merci. Merci.